Donc, comme l'a bien dit Dr Asma, on va parler des critères et stratégies de sevrage de la ventilation mécanique et vous allez voir que ce n'est pas toujours évident. Donc, on commence déjà par ce dilemme, le paradoxe du sevrage. On est devant le dilemme entre une ventilation mécanique qui est prolongée. Est-ce qu'on garde l'enfant ventilé et on ne l'extube pas et on est alors confronté à des complications en rapport avec la ventilation, à savoir une possibilité de pneumopathie de ventilation, par exemple, une pneumopathie de ventilation, que ce soit infectieuse ou en rapport avec donc, la prolongation de la ventilation mécanique, ce qu'on appelle ventilation induced lung injury. On peut être donc confronté plus la ventilation mécanique est prolongée, plus il y a un risque de sténose trachéale et puis de sédation prolongée avec tous les effets indésirables de la sédation quand elle est prolongée. Dans l'autre versant, extuber rapidement, prématurément, il y a un risque alors d'échec d'extubation et de réintubation dans le cadre d'une urgence. Et ça peut être associé à une mortalité et une morbidité qui peut être élevée. Donc, comment trouver le juste milieu? Alors, je me suis un peu basée sur les mêmes recommandations qu'a utilisé Zied tout à l'heure, mais moi, je me suis intéressée à l'extubation essentiellement. Et on va parler d'abord de certaines définitions en terminologie pour parler le même langage. Alors, le sevrage, en anglais, vous allez trouver, ça s'appelle weaning. Donc, c'est la transition d'une assistance ventilatoire à une respiration complètement spontanée et on va diminuer les paramètres ventilatoires du patient de façon progressive afin qu'il assume ces échanges gazeux de façon efficace. Donc voilà, ça c'est la schématique de la ventilation mécanique. Et vous voyez, on parle du weaning quand on commence à dégraisser les paramètres ventilatoires de l'enfant ou du patient et ça s'arrête à l'extubation. L'extubation, c'est bien sûr le retrait de la sonde endotrachéale. Maintenant, le succès de l'extubation, c'était une définition qui quand même est en train de changer dans le temps. C'était l'absence de réintubation ou de décès durant 24, ensuite 48 heures dans certains articles, et depuis l'avènement de la VNI qui est autorisée, elle est passée à 7 jours post-extubation. Le test de ventilation spontanée ou Spontaneous Breathing Trial, c'est une évaluation subjective afin de savoir si l'enfant ou le patient est capable de ventiler spontanément. Donc, c'est au cours de la ventilation mécanique, on vient et on met l'enfant sous ce test et on voit si l'enfant va respirer normalement ou pas. Alors, ce même test, s'il est fait dans le cadre d'une préparation à l'extubation, on appelle ça un test de préparation à l'extubation ou Extubation Readiness Test. Alors, jusqu'à 20% des patients présentent des difficultés au sevrage et nécessitent un processus plus graduel et plus prolongé. Et alors, quels sont ces facteurs? Le statut hydrique, comme vous le savez, la surcharge hydrique va diminuer la compliance pulmonaire par l'œdème pulmonaire, par l'œdème de la paroi thoracique et même du diaphragme. Ça a été bien démontré dans le cadre du SDRA, mais ça a été aussi démontré chez les enfants qui sont ventilés pour bronchiolite. Ça a été montré que la balance cumulative positive est associée à une durée de ventilation qui risque d'être prolongée. La sédation, une sédation excessive peut déprimer la commande respiratoire centrale et donc prolonger le sevrage. D'autre part, une sous-sédation va laisser un enfant agité, non synchrone avec sa machine et va aussi donc prolonger le sevrage. Le score de sédation est important dans ce sens. Et puis un protocole de sédation aussi peut jouer un rôle sur la durée de ventilation mécanique. Alors, un point qui est important, c'est le dysfonctionnement diaphragmatique. Vous voyez donc ce concept, il dit que plus la
durée de ventilation mécanique augmente, plus le diaphragme commence à s'atrophier, à se malfonctionner, disons. Vous voyez, au bout de même de 6 jours de ventilation mécanique ici, il y a une baisse importante de la force du diaphragme. C'est aussi démontré par ce schéma. On parle de ventilation induced diaphragmatic dysfunction maintenant, et ça veut dire qu'une faiblesse du diaphragme égale un sevrage difficile de la ventilation, égale ventilation mécanique prolongée. Donc, il faut savoir garder une certaine ventilation spontanée du patient afin qu'il garde toujours son diaphragme actif et ne s'atrophie pas. Et comme ça, il y a des chances que la ventilation mécanique ne se prolonge pas et le sevrage ne se prolonge pas. D'autres facteurs ont été incriminés. Je cite entre autres, par exemple, l'état neurologique du patient, l'état nutritionnel aussi, c'est très important. Et bien sûr, la réversibilité de la maladie initiale. Alors, quelles sont les techniques de sevrage? Alors, je ne veux pas vous décevoir, mais si on voit cet article qui est fait quand même par Peter Zemberger, c'est un des plus éminents réanimateurs pédiatres qui s'occupe justement de la ventilation mécanique, et il parle des top 10 des inconnus en matière de ventilation mécanique pédiatrique. Et voilà ce qu'il dit: qu'en matière de sevrage, chez l'enfant, il y a très peu de recommandations et guidance. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, donc je disais, c'est le sevrage, hein, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais donc c'est le sevrage. Il y a très peu de recommandations en matière de sevrage et d'extubation chez l'enfant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui est fait par les équipes? Il y a des équipes, par exemple, et c'est la plupart en fait en pédiatrie, qui font une réduction progressive de l'assistance ventilatoire. Donc, si on est en mode volume, par exemple, on suppose que notre volume courant est déjà au minimum, donc on va réduire essentiellement la fréquence du ventilateur. Si on est en mode pression, on va dégraisser progressivement la pression inspiratoire. L'aide inspiratoire en pression, elle est souvent combinée dans ces modes-là, et il y a quand même un mode qui est intéressant, c'est l'aide inspiratoire en pression avec un volume garanti qui est disponible dans certains ventilateurs et qui va donc permettre, en garantissant un volume courant minimum par respiration, un sevrage semi-automatique. L'extubation va se produire alors soit à partir d'un faible niveau d'assistance respiratoire, et on voit ça surtout chez les nouveau-nés et les nourrissons, soit après une épreuve de ventilation spontanée. Alors, l'autre esprit maintenant de sevrage, et c'est surtout chez les adultes en fait, alors c'est de garder une assistance ventilatoire modérée pour reposer les muscles respiratoires, et c'est un petit peu contre ce que j'avais dit tout à l'heure, et de faire de façon quotidienne un test de ventilation spontanée, et la ventilation mécanique va être arrêtée dès que ce test est passé. Alors, donc, on va faire notre test de ventilation spontanée. Alors, les recommandations disent, avec juste un grade 2 quand même, hein, il n'y a pas trop d'évidence, qu'il faut probablement réaliser une épreuve de sevrage avant d'extuber le patient. Alors, comment va se passer cette épreuve? Alors, premièrement, il y a 3 étapes. On va vérifier les critères prérequis, on va voir qu'est-ce que c'est. On va réaliser l'épreuve et si tout va bien, on va l'extuber. Voilà, ça se passe comme ça. Maintenant, on peut déjà anticiper qu'on peut avoir 3 types d'échecs, à savoir la non-acquisition des prérequis, et donc on ne passe pas à l'épreuve de ventilation. Soit les prérequis sont là, on fait l'épreuve et elle échoue, soit on fait l'épreuve et on extube le patient, mais malgré ça, le patient, donc il y a un échec d'extubation. Alors, commençons par le début, la vérification des critères prérequis. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai trouvé cet article qui parle des études pédiatriques et adultes. J'ai axé sur les études pédiatriques. Alors, ils ont mentionné leurs critères respiratoires et les critères généraux
que ce soit donc un test dans le cadre d'un spontaneous breathing trial ou d'une préparation à l'extubation, mais il n'y a pas vraiment d'évidence là-dessus. Donc, je vous ai résumé dans cette plaque. Donc, grosso modo, on a des critères respiratoires qui exigent que l'oxygénation soit suffisante, à savoir par exemple une PEP autour de 5, une FiO2 qui est acceptable et une PaO2 FiO2, donc le rapport PaO2 à FiO2 supérieur à 200. Les critères généraux vont s'intéresser au fait qu'il n'y a pas de désordre extra-respiratoire majeur ou non contrôlé. Donc, on suppose que l'épisode aigu pour lequel le patient a été intubé est résolu, qu'il y a absence de sédation ou une sédation très minimale, qu'il y a une réponse cohérente aux ordres simples, qu'il n'y a pas de vasopresseur ou inotrope ou une quantité minimale, pas de fièvre, etc. On passe, donc on a vérifié que nos critères, que le patient est plus ou moins OK, sont là et on va faire l'épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est? Avant de faire l'épreuve en soi, on va faire quand même un petit préalable. Donc, on vérifie nos prérequis. Ils sont là, en effet. On peut expliquer la procédure au patient s'il est coopérant et comprend ce qu'on dit. On prépare par une aspiration trachéobronchique et on n'oublie pas de régler les alarmes des ventilateurs et scopes. C'est notre sécurité, ça c'est très important. Alors, les modalités de test de ventilation spontanée, il y a principalement 2 modes qui sont utilisés. C'est l'aide inspiratoire et le tube hanté, mais aussi la CIPA peut être utilisée comme donc modalité de test de ventilation spontanée. La durée, elle peut varier de 30 minutes à 2 heures en général. Et donc, j'insiste encore sur l'importance de la surveillance clinique pendant ce test. Alors, l'aide inspiratoire, elle est généralement réglée entre 6 à 10 cm d'eau. Il y a des équipes qui règlent l'aide inspiratoire en fonction de la taille de la sonde d'intubation. On va pouvoir, avec ce mode, régler les alarmes non seulement du scope, mais aussi du respirateur, à savoir la fréquence respiratoire et l'apnée. Et donc, justement, on va pouvoir avoir une ventilation d'apnée qui est quand même un élément de sécurité. On va pouvoir également faire des mesures de spirométrie et on va avoir une idée sur le volume courant du patient. Ce sont les avantages donc de cette modalité. Alors, l'aide inspiratoire pendant le test de ventilation spontanée a été développée donc, dans l'esprit de surmonter la charge de travail inspiratoire résultant de la résistance venant de la sonde d'intubation. On nous a toujours dit que plus le diamètre de la sonde d'intubation est petit, plus les résistances sont élevées et plus le travail respiratoire est important. Bon, mais il y a de plus en plus d'études et d'évidences qui disent qu'au débit de gaz cliniquement utilisé, le travail respiratoire n'augmente pas significativement avec la diminution de la sonde d'intubation. A priori, donc, c'est un faux problème. Alors, la deuxième modalité, c'est le tube hanté. Donc, l'enfant va respirer, il est déconnecté de sa machine. On met ce tube donc, en forme de T. Là, il va parvenir l'oxygène et l'expiration se fait dans ce sens. Donc, il faut avoir cette pièce de connexion. Donc, ça fait quand même un coût de plus. Elle ne permet pas également, bien sûr, le monitorage des volumes. Par contre, elle pourrait limiter le risque d'extubation accidentelle vu que le patient, justement, est déconnecté de la machine. Elle est recommandée pour les mêmes raisons dont j'ai parlé pour l'aide inspiratoire, pour des sondes d'intubation de plus que 3,5. Alors, on a démarré notre test, on va surveiller le patient et on va rechercher des signes d'intolérance, sont donc des signes de tirage, d'hypoxie, de tachycardie, d'hypertension, de troubles de conscience, de sueur et une acidose respiratoire. Il y a des indices qui ont été développés, en plus des indices cliniques que je viens de citer, pour justement prédire le succès au test de ventilation spontanée. Ils sont nombreux, ils sont d'utilisation clinique
plus ou moins surtout chez les enfants, et il n'y a pas vraiment d'avantage prouvé par rapport au jugement dans la pratique pédiatrique. Alors, j'ai choisi de parler de l'index de respiration rapide et superficielle, Rapid Shallow Breathing Index. Donc, c'est le rapport fréquence respiratoire sur volume courant, essentiellement utilisé chez l'adulte, avec une valeur dépassant 105 qui témoigne de la polypnée superficielle du patient. C'est un test de dépistage. En pédiatrie, il est peu utilisé et il y a des études qui ont essayé de le rapporter au poids pour l'adapter plus à l'enfant, mais il n'y a pas vraiment de recommandations là-dessus. Alors, donc, on a surveillé, on a trouvé des signes d'intolérance, donc ça veut dire que l'épreuve a échoué et qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr arrêter l'épreuve, on va remettre le patient sous sa machine, on va le reventiler, on va rechercher la cause de l'échec et on va la traiter et on va réessayer ultérieurement. Alors, la recherche de la cause va passer par la vérification de la perméabilité de la sonde d'intubation par la pratique d'un gaz du sang et une radiothorax. Et les causes sont généralement dominées par l'obstruction de la sonde d'intubation, d'autant plus si l'humidification n'a pas été optimum. Les atélectasies, les pleuroneuropathies de réanimation, le dysfonctionnement du diaphragme dont je viens vous parler, et je pense que ça rentre un petit peu dans la polyneuropathie de réanimation, les défaillances cardiaques, le sepsis, troubles électrolytiques, etc. Voilà. Donc là, on a compris qu'est-ce que c'est que le test de ventilation spontanée et comment ça se déroule. Les questions qui peuvent se poser maintenant, c'est quelle est la meilleure technique entre les deux ou les trois, quelle est l'utilisation dans les unités de soins intensifs pédiatriques à travers le monde et quel effet sur la durée de ventilation ou sur le succès d'extubation ces tests peuvent avoir. Alors, on va essayer de répondre à la première question. Donc, c'est un essai prospectif chez 400 patients. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé l'effort de la respiration en utilisant une manométrie œsophagienne en aide inspiratoire à 10 avec 5 de PEP, en CPAP 5 sans aide inspiratoire, et puis en post-extubation, en respiration spontanée à 5 et 60 minutes. Voyons ce qu'ils ont trouvé. Vous voyez, ça c'est l'effort respiratoire du patient. Là, c'est l'effort respiratoire en pression en aide inspiratoire. Et vous voyez qu'il est significativement plus faible que l'effort fourni réellement par le patient en post-extubation, que ce soit à 5 minutes et à 60 minutes. Et ces valeurs restent vraies, même quand ils ont exclu les patients qui ont une obstruction laryngée, qui va augmenter l'effort respiratoire, et quelle que soit la sonde d'intubation. Alors, il conclut qu'il n'est pas préférable d'utiliser l'aide inspiratoire parce qu'elle va sous-estimer l'effort du patient en post-extubation par quand même 125 à 150%, qui est très significatif. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qui est fait dans le monde. Alors, si on voit ce survey qui a été fait par l'ESMNIC, qui parle donc et qui a regardé la ventilation mécanique en Europe et le sevrage dans les pays européens, quand même 19 pays ont participé. Et qu'est-ce qu'on trouve? Que ce test en préparation à l'extubation est utilisé dans 44% seulement des unités de soins intensifs pédiatriques. Maintenant, l'outre-Atlantique, aux États-Unis, un autre survey, 417 réanimateurs pédiatres. Alors, 77% font une baisse graduelle des paramètres ventilatoires, puis extubent. 6% seulement font un test de ventilation spontanée de façon quotidienne, puis extubent. Donc, c'est l'autre technique dont je vous ai parlé. Et puis, 18% effectuent les deux techniques. Donc, vous voyez que c'est quand même pas énorme. Et pour ceux qui utilisent donc ce test, c'est l'aide inspiratoire avec PEP qui est la plus utilisée. Alors, quel est maintenant l'effet
sur la ventilation mécanique ou l'extubation, de faire justement ce test de ventilation spontanée. Alors, cette étude faite au Brésil, autour de 300 patients qui ont été randomisés. Alors, le premier groupe, il a été évalué de façon quotidienne avec un test de ventilation spontanée utilisant une aide inspiratoire à 10 et une PEP à 5 pendant 2 heures. Et le deuxième groupe, c'est le soin habituel. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Que ça va diminuer de 1 jour dans le premier groupe. Donc, le délai d'extubation était plus court de 1 jour. C'est à vous de me dire que c'est un événement ou pas. Une autre étude qui avait pour but d'évaluer la performance du test. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve qu'en analyse multivariée, seule la durée de ventilation mécanique plus de 48 heures représentait un facteur de risque indépendant d'échec d'extubation. Le test de ventilation spontanée n'a pas de rôle. Et même chez les patients qui sont ventilés plus de 48 heures, il n'y avait pas d'association entre le passage de l'épreuve de préparation à l'extubation et du succès de l'extubation. Par contre, cette étude est plus récente. Elle a quand même inclus plus que 1000 enfants, dont 43% ont passé le premier test de préparation à l'extubation, 66% vont être extubés au bout de 10 heures, c'était leur critère d'inclusion. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent? 92% de succès et puis 7% à peu près d'échecs, avec quand même une valeur prédictive positive qui n'est pas négligeable de 92%. Donc, a priori, il a quand même un certain intérêt. Bon, alors, on arrive à notre troisième étape. On a fait notre épreuve, le patient a passé l'épreuve et on va extuber le patient. Alors, cette extubation peut se faire après un test de ventilation spontanée ou juste après une baisse graduelle des paramètres ventilatoires. C'est à vous de voir. Alors, quels sont les critères d'extubation? Quand même, pour l'extubation, on a des critères particuliers et ces critères vont juger de la capacité du patient à respirer justement sans la sonde d'intubation, qui est quand même différent des critères du sevrage ou de tests de ventilation spontanée. C'est un peu différent. Alors, quels sont leurs buts? Vérifier la perméabilité des voies aériennes supérieures, vérifier la capacité du patient à protéger ses voies aériennes inférieures et puis sa capacité de désencombrement autonome. Justement, donc on a fait ce test. Le patient est suffisamment éveillé. C'est un élément très important à contrôler. Et on vérifie les réflexes protecteurs des voies respiratoires, voilà, inférieures. Donc, essentiellement, une toux qui doit être efficace, une déglutition qui doit être aussi efficace et pas trop de sécrétions, montrant que le patient est capable de gérer ses sécrétions. L'hémodynamique doit être stable, de préférence un petit peu à jeun, pour au cas où on échoue, on préfère quand même que l'estomac soit vide si on va réintuber. Il y a quand même un autre test à faire là, parce que vous voyez, hein, on a vérifié, si je reviens à l'autre présentation, à l'autre slide, pardon. Donc là, on a vérifié la protection des voies inférieures, la capacité des encombrements. On va quand même vérifier la perméabilité des voies aériennes supérieures par un autre test qui est le test de fuite, leak test. On sait que l'obstruction des voies aériennes supérieures, ça représente quand même 40% des échecs d'extubation chez les enfants. C'est la première cause d'échec d'extubation chez l'enfant. Et donc, le but de ce test, c'est de prédire les obstructions des voies aériennes supérieures après extubation. Il a une bonne spécificité et valeur prédictive négative et une faible sensibilité et valeur prédictive positive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on regarde d'abord notre
nos courbes sur le ventilateur. Et on s'intéresse essentiellement à la partie volume, que ce soit donc volume versus temps, que ce soit donc les boucles, volume débit ou volume pression. Et chaque fois qu'on a un volume qui ne revient pas à zéro, donc sur la partie volume, c'est qu'il y a justement une fuite d'air. Alors, si on veut être plus précis, on peut faire un test de fuite quantitatif, et c'est ce qui est en fait recommandé. Hein, on fait une préparation avec une aspiration trachéale et buccale en position demi-assise. On règle notre ventilateur en mode assisté contrôlé. On va maintenant vérifier l'égalité des volumes inspirés et des volumes expirés avant le dégonflage du ballonnet. Donc, on fait ça pour, bien sûr, hein, les sondes d'intubation avec ballonnet. Et puis, on vérifie le volume expiré après dégonflage du ballonnet et le volume relatif des fuites. C'est donc la différence entre le volume inspiré initial moins le volume expiré après dégonflage sur le volume inspiré. Alors, si le volume de fuite est inférieur à 10%, on parle d'un test de fuite positif. Ce qu'on peut faire également, un test de fuite qui est qualitatif, on ventile l'enfant avec des pressions autour de 25, à l'embu par exemple, et on va juste entendre, sans utilisation de stéthoscope, s'il y a des fuites autour de la sonde d'intubation. Est-ce que cet élément est pris en compte lors de l'extubation? Vous voyez que dans 20% des cas, dans cette étude, l'absence de fuite autour de la sonde d'intubation était la raison d'annuler l'extubation du patient en pédiatrie. Alors, les recommandations, ils disent qu'il faut probablement effectuer ce test, mais la recommandation devient un petit peu plus forte s'il y a un facteur de risque de dyspnée laryngée. Alors, quels sont les facteurs de risque de lésion laryngée? C'est, comme on peut le supposer, l'utilisation d'une sonde d'intubation de gros calibre par rapport à la taille du patient, des pressions de gonflage du ballonnet qui sont élevées, hein, dépassant les 20 cm d'eau, une intubation au préalable qu'on connaît qu'elle est difficile, traumatique, donc on va anticiper que le patient va probablement développer un œdème laryngé en post-extubation, une durée de ventilation plus que 72 heures, le faible niveau de sédation vu que le patient va bouger dans tous les sens et va automatiquement léser donc son larynx, une obstruction des voies aériennes bien sûr préexistante. On retrouve aussi l'âge inférieur à 5 ans, mais ça pour les sondes d'intubation sans ballonnet. Alors, on peut envisager d'utiliser les corticoïdes si on pense que le patient risque de développer un œdème laryngé en post-extubation. Donc, vous voyez que c'est une méta-analyse qui a colligé toutes les petites études faites, donc des petites tailles quand même, hein, mais quand même, elle ressort avec le fait que les corticoïdes vont diminuer les risques d'œdème laryngé en post-extubation et vont également diminuer le risque d'échec d'extubation. Et donc, c'est à considérer. Alors, si on considère de commencer une corticothérapie, il vaut mieux qu'elle soit débutée au moins 24 heures avant l'extubation pour être efficace. On ne va pas la donner 1 heure avant, probablement c'est inutile. Alors, l'échec d'extubation, il est autour de, selon les études, hein, autour de 5 à 15%. Alors, quels sont les facteurs de risque justement d'échec d'extubation? On va voir cette étude prospective multicentrique incluant de presque 3000 enfants. Alors, l'échec d'extubation dans cette étude est défini par une réintubation inférieure à 24%. Hein. Comme j'ai dit, les définitions utilisées sont un petit peu variables, ce qui explique aussi que les taux de rapportés d'échec d'extubation soient variables également. Alors, il retrouve qu'en études multivariées, les facteurs de risque indépendants qui ressortent des risques d'échec d'extubation, c'est l'état pulmonaire, donc les conditions pulmonaires du patient, et puis une intubation qui est prolongée. Prolongée supérieure à 48 heures, hein. Ce n'est pas vraiment très prolongé.
Alors, quelle est la cause maintenant de l'extubation qui sont rapportées? Vous voyez là encore, c'est l'obstruction des voies aériennes qui est quand même autour de 40%, c'est la première cause. La dysfonction pulmonaire vient après et encore une fois ressort le problème de faiblesse musculaire. Et là, c'est encore vraiment très important de prendre en considération cet élément et puis les autres. Donc, on a extubé le patient, soit on l'extube en ventilation spontanée, sous lunettes par exemple, soit on pense qu'il a des facteurs de risque d'échec et on le met sous une ventilation non invasive prophylactique ou qu'il développe après l'avoir mis en ventilation spontanée une insuffisance respiratoire aiguë. Et là, on peut, pour justement éviter la réintubation, le passer en IV curative secondairement. J'ai préféré ne pas en parler beaucoup, ou pas du tout en fait, parce que je sais qu'on va en parler dans un prochain webinaire. Alors, my take-home messages. Alors, sevrer le patient dès que possible et l'extuber dès qu'il soit prêt à l'extubation, selon votre évaluation clinique et les critères dont je vous ai parlé. Les directives du sevrage et l'extubation disponibles dans la littérature pédiatrique sont limitées. Les critères d'extubation ne sont pas vraiment clairs, bien qu'il ressort maintenant que dans le test de ventilation spontanée, c'est plutôt la CPAP sans aide inspiratoire qui semble la plus appropriée. J'insisterai jamais sur l'importance de la surveillance, et là je parle de la surveillance de toute l'équipe médicale, infirmière ou kiné par exemple, hein, et peut-être que l'utilisation d'un protocole local peut aider à systématiser la prise en charge de ces enfants du sevrage à l'extubation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Farah, pour cette conférence très claire. Malgré la difficulté du sujet, effectivement, il n'y a pas de recommandation en matière de stratégie de sevrage. C'est pour ça, effectivement, vous avez bien bouclé votre conférence en précisant que la meilleure façon pour uniformiser, c'est de rédiger des protocoles de sevrage intra-service. Et je vais regarder s'il y a des questions concernant le sevrage dans le débat, dans le chat. Non, il n'y a pas de questions. Alors si. Si. Quel est le protocole de corticothérapie en post-extubation? Donc, comme je l'ai dit, c'est s'il y a des facteurs de risque, donc si on anticipe que le patient va probablement développer un œdème laryngé en post-extubation, et si on fait un test de fuite et que ça montre que c'est un test de fuite qui est positif et les fuites ne sont pas suffisantes, donc là, la corticothérapie doit être commencée 24 heures avant l'extubation. Vous pouvez utiliser l'Unidex, par exemple, hein, c'est ce qu'on utilise nous, la dexaméthasone à la dose de 0,6 mg/kg, puis qu'on divise sur 4 prises. Ça va jusqu'à 1 mg/kg à peu près. Voilà. Et généralement, on l'arrête au moins 2 doses après l'extubation. Donc, on continue 2 doses après l'extubation. Oui, effectivement. Farah, c'est ce qu'on fait nous aussi. Et non, une autre question concernant le test de ventilation spontanée. Oui. Quel délai à respecter entre un premier échec et la répétition du test? Alors, le test de ventilation spontanée, s'il est fait dans le cadre d'une extubation, donc ce qu'on appelle extubation readiness test, alors il faut savoir pourquoi il a échoué. Hein, ce n'est pas le but de juste refaire le test et s'il est prêt, on l'extube. Non, il faut voir pourquoi il a échoué. Il faut traiter la cause. Et une fois vous pensez justement que c'est bon, là, il est prêt, vous le faites. Mais généralement, nous, par exemple, ce qu'on fait,
on ne le refait pas avant 24 heures minimum. C'est ce qu'on fait aussi, on le refait quotidiennement, généralement. J'ai une question à vous poser par rapport au délai entre l'arrêt de la sédation et les possibilités d'extubation, effectivement. Les recommandations, ils disent qu'il est préférable d'arrêter la sédation avec l'extubation. Alors, moi, je pense que si l'état de conscience du patient est approprié, que les doses sédatives ou analgésiques sont toujours là, mais sont très faibles, que le score de confort, par exemple, du patient, il est approprié, et que la dose elle est minimale. Hein. On ne va pas, par exemple, la midazolam à 0,5 dans le cadre d'un sevrage qui est très progressif. Je peux extuber avec du midazolam à 0,5 gamma kilo minute. Ça ne retarde pas pour moi l'extubation si tous les autres paramètres sont bons. Je préfère toujours qu'il soit complètement off, hein, ça c'est clair. Mais s'il reste une petite dose et tous les autres paramètres, il a un bon gag réflexe, il a une bonne toux, il est conscient, coopérant, même sous une petite dose de midazolam, bon, il faut y aller. Juste pour aller dans ton sens, Farah, effectivement, surtout pour les patients qui sont ventilés au long cours, chez qui oui. on a surtout des morphiniques avec des syndromes de sevrage, etc. Voilà. Ces patients-là, justement, il ne faut pas les sevrer brusquement de la sédation parce que du coup, oui, l'agitation avec le syndrome de sevrage peut être une cause d'échec de l'épreuve de sevrage. Tout et de l'extubation surtout. Donc, ces patients-là, je dirais même, il faut les extuber avec un petit fond de sédation. Voilà, c'est ça. Oui, alors, si vous permettez, parce que pour intervenir un tout petit peu, j'essaie toujours que généralement le sevrage commence un petit peu en période cruciale. Le sevrage dépend aussi de la pathologie pour laquelle du patient, c'est-à-dire la pathologie sous-jacente. C'est vrai que nous, en milieu adulte, bon, les malades, les bronchopathes, les asthmatiques, etc. Mais je pense qu'aussi chez vous, les enfants, vous en avez des neuromusculaires, vous avez des malades qui sont obstructifs. Et je dirais que la stratégie du sevrage ventilatoire dépend énormément de la pathologie du patient. Une. Deux, aussi, ça dépend de la pathologie qu'elle a amenée à l'intubation et de la durée d'intubation. Ce n'est pas un malade qui est intubé depuis 24-48 heures pour une tentative de suicide ou une ingestion de je ne sais pas quoi, qui est sevré au bout de 24 heures, où la stratégie ventilatoire, elle est complètement différente d'un malade qui est ventilé depuis plus de 4 ou 5 jours ou une semaine. Et là, l'approche, elle est complètement différente. Vous êtes bien d'accord. Tout à fait. Non, moi, j'avais des petites remarques par rapport à la stratégie du sevrage. Lorsque vous avez décidé de mettre un malade en ventilation spontanée avec aide aspiratoire, vous avez précisé tout à l'heure, d'abord, j'ai oublié de vous dire, je vous remercie pour la qualité de votre présentation parce qu'elle est franchement bien ficelée, vous avez tout dit et c'était très bien clair. Donc, j'essaie de faire un peu par analogie. Alors, en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, donc vous avez mis aide inspiratoire, CPAP ou VS tube. Oui. Donc, c'est ça. Oui. Alors, pour l'aide inspiratoire, c'est quelle stratégie de l'aide inspiratoire? C'est quel niveau d'aide? Vous commencez avec quel niveau d'aide et quelle stratégie réellement? Parce que généralement, si je me trompe, peut-être corrigez-moi, parce que vous avez un faible niveau d'aide, mais vous gardez la PEP, c'est ça? Vous gardez la PEP? La PEP, oui. On garde la PEP en général si on a besoin, oui. Bon, parce que généralement, nous, on ne fait plus de ventilation en VS tube. Ce qu'on fait, c'est on fait le ZIP, c'est-à-dire aide inspiratoire sans PEP. C'est-à-dire on met un, bon, je vais par analogie, hein, donc un faible niveau d'aide, c'est juste pour contrecarrer les résistances de la sonde d'intubation, bien sûr, pour ne pas fatiguer le patient, et on les met en ZIP, c'est-à-dire sans PEP. Zéro PEP. Et bien sûr, un malade qui est prêt pour le sevrage. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que par rapport à ça, est-ce que l'aide inspiratoire, son niveau, garder la PEP, ça devient très technique. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, alors, la PEP, on la garde de façon générale. Elle ne doit pas dépasser les 5 quand même, hein, les 5 cm d'eau. Quoique maintenant, avec la VNI, hein, même s'il a une PEP à 6, ce n'est pas un gros problème. On ne fait pas
tests de ventilation en pédiatrie, je veux dire, en réanimation pédiatrique, de tests de ventilation spontanée en aide inspiratoire seulement, sans PEP. Hein. C'est toutes les études même que j'ai revues, c'est pas la technique. Hein. On met une aide inspiratoire entre 6 et 10, selon ce qu'on estime, hein, selon le volume courant que le patient aussi va développer. Il y a certains qui vont régler l'aide inspiratoire en fonction de la taille du tube, mais j'avais dit tout à l'heure qu'il y a énormément d'études qui ressortent maintenant qui disent que ce problème, que le tube, plus il est petit, plus les volumes, les résistances sont élevées, et donc il faut qu'on mette une aide inspiratoire pour justement soulager le patient. C'est pas vraiment, avec les débits de gaz qu'on utilise, ça n'a pas été démontré. Et les études pédiatriques aussi, ils disent que l'aide inspiratoire va sous-estimer énormément le travail respiratoire du patient en post-extubation. Donc, disons, c'est pas vraiment des recommandations, mais des suggestions d'experts, c'est plutôt justement au contraire de mettre le patient sous CPAP comme test de ventilation spontanée sans aide. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que vous faites chez les adultes. Voilà. C'est intéressant. La deuxième chose, si vous permettez, pendant combien de temps vous mettez les malades en spontané avant de les extuber? Alors, ça, c'est très variable, comme vous l'avez bien dit, du patient et de sa pathologie. Hein. Plus le patient est chronique, plus il faut faire attention. Si c'est un patient neuro, par exemple, neuromyopathie, je veux dire, là aussi, c'est un autre discours. Mais moi, je n'ai pas parlé du sevrage difficile, hein, j'ai parlé juste du classique. Généralement, c'est un minimum de 30 minutes, un maximum de 2 heures. Généralement, autour de 1 heure. Même pour les neuromusculaires? Non, les neuromusculaires, c'est plus prolongé et il faut reventiler le patient un petit peu avant de l'extuber parce que généralement, l'aide inspiratoire, ça va le fatiguer. Hein. Donc, vous jugez que c'est bon, c'est beaucoup plus prolongé et si c'est bon, on reventile et on extube. 12 heures. Voilà, 12 heures. Ben voilà. 12 heures. Et on les reventile effectivement, également, comme vous avez dit, avant de les extuber. On est d'accord alors. Et après, bon, vous avez dit, de toute façon, vous l'avez expliqué, vous avez dit que vous allez, pour la VNI, en parler ultérieurement. Mais c'est oui, il y a toute une donc je n'ai pas voulu vraiment. Quelque chose de très intéressant, la VNI en post-extubation, où parfois on force un peu les choses avec la VNI. Hein. Oui, tout à fait. En adulte, hein, bon, c'est-à-dire. En pédiatrie aussi. Même pour nous, oui, pour raccourcir. On force un peu avec la VNI, même si le malade il est un peu borderline. Et qu'on sait qu'il n'est pas très loin, même s'il ne répond pas aux critères à 100%, quand on sait qu'il n'est pas très loin, on essaie parfois de faire ce qu'on appelle une extubation précoce et de relayer systématiquement avec la VNI. Et ça marche pas mal de fois. Oui, on le fait aussi et ça marche énormément en effet. Exactement. Et je n'ai pas voulu en parler parce que je trouvais que j'ai mis beaucoup de temps et puis je sais qu'il y aura une présentation spécifique sur la VNI. Je voulais juste rebondir. J'ai vendu un peu la mèche, Aïda, tu m'excuses. Bien sûr. Oui, si tu permets, Aïda, juste pour rebondir. J'ai une question. Rebondir sur la question. Pour les participants, il y a une question là depuis au moins 15 minutes. Farah, merci pour ta présentation. Il y a Dr Jamil Schneiner qui te remercie aussi. Alors, sa question, que pensez-vous de l'extubation avec aspiration continue concomitante lors du retrait du tube? Est-ce que tu le fais? Alors, les recommandations sont contre justement de faire une extubation avec avec une aspiration en continu, justement, comme on l'a fait longtemps. Hein. On met la sonde d'aspiration et on retire le tube tout en l'aspirant. Les recommandations sont plutôt, je veux pas dire formelles, mais ils sont contre cette utilisation. C'est des recommandations adultes, je n'ai pas retrouvé de recommandations pédiatriques, et ils sont même contre de faire une aspiration juste avant l'extubation, une aspiration trachéale. Et ils recommandent plus de faire juste une aspiration buccale parce que je pense que c'est un problème de pression et de téléctasie secondairement qui peut en découler. Voilà.
Ok, alors Zied, tu voulais dire? C'était juste par rapport à la remarque de Saïf, les épreuves de sevrage chez l'enfant. En fait, je parle de notre expérience, bien sûr, à Bicêtre. On fait des épreuves de sevrage en zip, mais chez les grands. Du coup, ça rejoint un peu, parce qu'on s'inspire de l'expérience adulte. Hein. C'est toujours connu chez Bicêtre, d'ailleurs. Pardon? C'est toujours connu chez Bicêtre, qui est l'inspiration de la réanimation adulte. Voilà. Nous, effectivement, on fait de la réanimation pédiatrique, mais à la sauce adulte, effectivement. Voilà, exactement. Donc, du coup, on le fait pas certainement pas chez le nouveau-né, ni chez le nourrisson, on le fait chez les grands. On le fait chez les grands, effectivement, qui sont un peu plus costauds. D'accord. Ben, on copie souvent, Qaïs, hein. On copie sur les réanimateurs adultes. Hein. Tu es collabore aussi. Aussi hein. On a un train de retard, toujours. Ouais. On collabore toujours. C'est toujours intéressant, il y a beaucoup de spécificités. Moi, en étant dans le secteur privé actuellement, c'est-à-dire, sincèrement, je le dis maintenant dans le webinaire, me confronter à la réanimation pédiatrique dans le privé, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et moi, sincèrement, j'ai toujours refusé de le faire parce que je me dis toujours qu'il y a toujours des spécificités très importantes qui est de votre ressort et je ne touche pas à quelque chose que je ne maîtrise pas correctement. Très bien. Bon, je pense, si vous n'avez pas d'autres questions, on arrive à la fin de notre webinaire. Je pense qu'on a pris 30 minutes de plus par rapport à l'horaire prévu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais rapidement regarder le chat. Alors, j'ai des remerciements pour tous les orateurs, pour Farah. Très bien. Donc, merci encore Zied, Dr Mnif, Farah pour ces brillantes présentations. Merci Qaïs d'avoir été avec nous. C'est très intéressant de partager l'expérience avec les réanimateurs adultes. C'est toujours intéressant. Merci Asma et Dr Kherem. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire que j'espère sera organisé dans 3 mois. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et surtout de faire attention à votre santé. Hein. Inch'Allah présentiel. Voilà, redou belkom. Inch'Allah présentiel, tout à fait. Le plaisir est partagé de toute façon. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée les participants. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Salut Zied. سلامة صباح على خير دكتورة خشيرم. على خير. على خير. على خير قيس. باي باي.